Je m'appelle Julia Palmer. Je croyais vivre un rêve. Un mari aimant, un foyer chaleureux dans l'Ohio. Et après 3 longues années d'attente, j'étais enfin enceinte de notre premier enfant. Mais par un après-midi qui semblait ordinaire, alors que je cherchais le vieux berceau pour préparer la chambre de notre petit garçon, j'ai ouvert la mauvaise boîte à chaussures et j'ai trouvé une autre échographie, une autre que la mienne. La carte qui y était attachée disait « J'ai hâte de rencontrer notre fille, mon amour ». Je suis resté figé, et ce que j'ai vu ensuite a brisé tout ce que j'avais cru. Que feriez-vous si vous appreniez que votre mari était sur le point d'avoir 2 enfants avec 2 femmes différentes en même temps? Laissez un commentaire si vous savez ce que ça fait. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne pour me suivre dans un voyage, non pas de vengeance, mais d'éveil. Car ce que je vais partager est tout. Je me souviens très bien du jour où Caleb est revenu de l'Oregon. Il m'a dit que ce n'était qu'une courte retraite. 3 nuits dans les bois, sans téléphone, sans travail. J'avais besoin de respirer, m'a-t-il dit, et je l'ai cru. Je l'ai accueilli à la porte, je l'ai serré fort dans mes bras, respirant la légère odeur de pain qui persistait encore sur son manteau. Caleb avait l'air différent, pas fatigué, mais étrangement apaisé. Ce jour-là, il m'a serré plus longtemps que d'habitude, et pendant les semaines qui ont suivi, il est devenu plus doux, plus attentif aux moindres détails, me préparant du thé avant de me coucher, réorganisant la bibliothèque à mon goût, commandant même un nouvel oreiller pour que je puisse dormir plus profondément. Je me souviens avoir pensé que ce silence lui faisait peut-être vraiment du bien. Et puis je suis tombée enceinte, non pas par miracle, mais grâce aux larmes et à l'espoir, après 3 ans de traitement, de courbes d'ovulation et d'innombrables tests d'ovulation qui m'ont brisé le cœur. Mais cette fois, j'ai su. Je l'ai su dès mon réveil, avec un étrange vertige et une certitude instinctive que quelque chose avait changé dans mon corps. Quand je suis sorti de la salle de bain avec un test positif à la main, mes mains tremblaient encore. Caleb était dans la cuisine en train de servir du café, mon corps figé, bouleversé, incapable de parler. Il s'est retourné et j'ai simplement soulevé le test, les yeux embués. Caleb a posé sa tasse sur la table sans me quitter des yeux. « C'est vrai ?» a-t-il demandé d'une voix à peine murmurée. J'ai hoché la tête. Et à cet instant, Caleb m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus distinguer mon battement de cœur du sien. S'en sont suivies des journées joyeuses et chargées. Nous avons choisi un prénom en 1 semaine. Caleb aimait bien Elliot. C'était le prénom de son grand-père, un homme qu'il qualifiait autrefois de têtu mais gentil. Je l'aimais bien parce que, murmuré, il sonnait chaud et stable. Ensemble, nous avons commencé à repeindre la petite pièce au fond du couloir. La couleur était un gris doux, légèrement menthe. Le choix de Caleb, et j'ai immédiatement accepté. Pendant qu'il passait de la peinture sur les murs, je me tenais sur le seuil, les mains sur le ventre, imaginant Elliot recroquevillé dans son berceau en bois près de la fenêtre, le soleil caressant ses cheveux doux. « À qui penses-tu qu'il ressemblera le plus ?» ai-je demandé en souriant tout en faisant tournoyer un petit pinceau. « J'espère que toi » a-t-il répondu sans hésiter. « Ne le maudissons pas avec un nez comme le mien. » J'ai éclaté de rire. Caleb s'est tourné vers moi, une ligne douloureuse sur le nez, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vu rayonner comme ça. Nous avons réservé une séance photo de maternité, préparé une liste de naissance, et même eu une discussion enjouée pour savoir si nous avions besoin d'un chauffe-biberon. Je voulais être prête à tout. Caleb a dit, on peut le réchauffer avec amour. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Depuis son retour d'Oregon, Caleb me fixait parfois longuement et silencieusement comme s'il allait dire quelque chose, puis changeait d'avis. Un jour, je l'ai surpris debout devant la porte de la chambre d'enfant inachevée, les mains dans les poches, le regard perdu. « Ça va ?» ai-je simplement demandé. « J'arrive pas à y croire » a-t-il répondu en se tournant vers moi pour sourire. « Je vais être papa. C'est comme un rêve. » Et j'y ai cru. Un soir, alors que j'étais allongé en train de lire, Caleb a doucement caressé mon ventre et m'a dit doucement, « Je vous protégerai tous les deux. Quoi qu'il arrive. » Je me suis tourné vers lui, croisant un regard que je ne pouvais pas vraiment nommer, trop sérieux pour le moment. « Quoi qu'il arrive » ai-je taquiné. Il a souri, mais ce n'était pas si facile. Je me sens coupable d'avoir pensé que je n'étais pas prête. Mais maintenant, je sais que c'est la famille que je veux. Je n'ai jamais pensé devoir être prudente avec quelqu'un que j'aime. Surtout pas quand nous dessinions notre avenir ensemble si clairement, si honnêtement, car au fond de moi, à ce moment-là, je croyais être la seule femme qu'il avait choisie.
Aucun signe, aucun indice clair ne m'avertissait que tout cela n'était qu'un côté du rideau de scène. Ce soir-là, lorsque Caleb a appelé, j'étais assise sur le lit, vêtue d'une chemise de nuit légère en coton, le ventre rond sous le tissu doux. Je tenais l'échographie que nous avions imprimée l'après-midi. Les genoux du petit Elliot étaient repliés comme s'il dormait dans son propre monde. Caleb a appelé plus tard que d'habitude. Il m'a dit que la réunion à Portland avait duré trop longtemps, que son vol avait été retardé et qu'il avait réservé la mauvaise chambre d'hôtel. J'ai écouté sans l'interrompre, lorsqu'il a marqué une pause pour reprendre son souffle, j'ai demandé gentiment, « Tu veux me dire quelque chose ?» Ma voix était douce, pas accusatrice, juste une question qui s'échappait comme la vapeur d'une tasse de thé. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. J'entendais le bourdonnement de la climatisation et un léger bruit, comme un verre qui frôle une table. « Que veux-tu dire ?» a-t-il demandé, prudent. J'ai souri. « J'ai juste l'impression que tu me caches quelque chose. » Il a ri, mais s'est étendu. « Non, rien. »« Oh, dis-moi, parle-moi de l'échographie. » Je suis vraiment désolé de l'avoir manqué. Alors, je lui ai tout raconté par habitude. J'ai décrit comment le bébé avait étiré ses jambes, comment le médecin avait dit que tout avait l'air parfait, et enfin la grande révélation. « C'est un garçon », a lâché Caleb avec enthousiasme. « Oh, Elliot », a-t-il dit comme une promesse. J'avais un pressentiment. Après l'appel, je suis restée assise dans le noir. Seule la douce lumière de la lampe de chevet éclairait le mur du fond. J'ai posé mon téléphone et pris un chiffon pour essuyer délicatement le cadre de l'échographie. Mais soudain, l'écran s'est allumé, un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. « Il fait toujours semblant avec toi ? Il m'a dit que tu étais divorcé. » Omar Anson. Je l'ai lu et relu, chaque mot décollant la peinture fraîche du mur de la chambre d'enfant. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas effacé. J'étais simplement assise là, les doigts entrelacés, l'index calleux, effleurant le verre d'eau près du lit. Ce nom ne m'était pas totalement inconnu. J'avais entendu Caleb le mentionner un jour, au cours d'un dîner, il y a presque 2 ans. Une ancienne assistante de projet partie après une série de licenciements. Caleb avait dit qu'elle était très intelligente, un peu têtue, mais enthousiaste. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, mais maintenant, c'était différent. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la tête me tournait, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'Elliot en raisonnait chaque battement. J'ai tapé le nom dans la barre de recherche, Henra Jensen, Portland. Les résultats sont arrivés rapidement. Une jeune femme, cheveux châtains foncés, visage anguleux, un large sourire assuré. Il y avait même un profil LinkedIn, indiquant clairement qu'elle avait travaillé dans la même entreprise que Caleb. Pendant qu'il prétendait être en voyage d'affaires de longue durée, j'ai ouvert Instagram. Son compte était public, et quelques secondes plus loin, j'ai trouvé une publication datant d'il y a 2 semaines. Elle était assise devant un smoothie, une main posée sur son ventre. La légende disait, à mi-chemin. J'ai hâte de te rencontrer, petite étoile. Le premier, j'aime, sur la photo, Caleb P. J'ai quitté la page instantanément, comme si elle m'avait brûlé les doigts. Mais je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas signalé. Je n'ai même pas verrouillé mon écran. J'ai rouvert l'échographie que j'avais trouvée dans la boîte à chaussures cet après-midi-là. En gras, on pouvait lire « Amara Jensen, 20 semaines, clinique obstétricale de Portland ». J'ai serré la main sur mon ventre. Elliot a donné de légers coups de pied, presque comme s'il sentait les respirations superficielles que sa mère peinait à prendre. Je suis retourné au lit, allongé sur le côté, les yeux grands ouverts, le regard fixé au plafond. De l'autre côté de la fenêtre, une rafale de vent nocturne a fait claquer le rideau contre le mur en rythme, un battement comme un battement de cœur étranglé. En silence, j'ai commencé à élaborer un plan. Je n'en ai parlé à personne, pas à ma meilleure amie. Je n'ai pas demandé conseil. C'était moi et Elliot. Je ne savais pas ce que Caleb avait dit. Elle, mais je savais que je ne pouvais plus faire semblant. Et s'il me trouvait trop douce pour tout chambouler, alors il ignorait le côté le plus féroce d'une femme enceinte. Et la vérité. Je suis arrivé à la clinique avec près de 30 minutes d'avance. L'air était vif et une odeur de feuilles d'érable en décomposition flottait dans le couloir menant à la salle d'attente. Dans la poche de mon manteau se trouvait une copie imprimée d'une échographie Mars, celle que j'avais trouvée dans la boîte à chaussures, et une petite enveloppe contenant des informations que je venais de recevoir de Daniel,
une ancienne amie d'université qui travaillait maintenant comme infirmière au laboratoire. Tu es sûr, avait murmuré Daniel au téléphone la veille, même s'il était tard. Bien sûr, mais ne laisse personne savoir que tu m'as aidé, Julia. Si c'est vrai, et si ce n'est pas vrai, alors j'ai besoin d'en savoir encore plus. Je l'ai interrompu, non pas par colère, mais par peur que si quelqu'un me piquait, je n'aurais peut-être pas la force d'aller jusqu'au bout. Nom de la patiente, Amara Jensen, 28 ans. La date de l'échographie était fixée à 3 jours avant la mienne. Et j'étais sûr qu'elle ne serait pas vue dans un autre service, car j'avais délibérément pris rendez-vous ce jour-là exactement au même moment que le sien. Je me suis présenté sous le nom de Julia Mendes, prétendant être la sœur d'Amara, et j'ai parlé rapidement au téléphone. Je suis sorti de la ville, mais je voulais être là avec ma sœur pour sa prochaine échographie. La réceptionniste n'a pas posé de questions. J'ai souri poliment en signant le formulaire et je me suis assise au 3e rang, d'où je pouvais voir toute la salle d'attente. Amara est entrée une dizaine de minutes plus tard. Elle portait un long manteau beige, les cheveux relevés en chignon, et son visage délicat était pâle à cause des nausées matinales. Je l'ai reconnue instantanément. Ce visage était apparu brièvement lors d'une fête de Noël d'entreprise à laquelle Caleb m'avait invité. À l'époque, il avait dit, c'est Amara, l'assistante de projet. Très vif, mais un peu têtu. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Je lui ai même serré la main, lui ai souri, et peut-être, juste peut-être, à cet instant précis, elle m'avait souri en retour, sachant mieux de moi que moi-même. Amara s'assit 3 sièges en face de moi. Son ventre semblait avoir à peu près la même taille que le mien, peut-être quelques jours plus tôt, comme le rapportait le dossier. Je brandis ma propre photo d'échographie, examinant chaque détail, non pas parce que je ne l'avais jamais vue, mais parce que j'avais besoin d'une raison pour parler. Puis je me retournai, inclinai légèrement la tête et lui adressai un doux sourire. Ma date d'accouchement est le 13 mars, dis-je, toujours la photo à la main. La tienne est le 13 mars ? Elle se tourna vers moi, hésitant une seconde. Le 16. Exactement à 3 jours d'intervalle. Quelle coïncidence ! Je marquai une courte pause, puis la regardai droit dans les yeux. Le monde est petit. Amira se figea. Son visage se colora instantanément. Ses yeux se plissèrent, essayant de se souvenir de qui j'étais. Et je sus exactement à quel moment elle réalisa. Les muscles de son visage se contractèrent légèrement. Sa main serra son ventre. La légende, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Au lieu de répondre, je laissai un léger sourire se former et incliner légèrement la tête. J'ai entendu ton nom. Caleb t'a mentionné, mais je suppose que tu ne t'en souviens pas. Caleb flottait dans les airs comme une lame fendant le vent. Le visage d'Amara changea visiblement. Je ne savais pas, balbutia-t-elle, puis elle marqua une pause. Je pensais que tu me croyais divorcé, dis-je doucement. Je pensais être vraiment aimé. On dirait qu'on avait tort toutes les deux. Mara me fixa du regard. Elle allait reprendre la parole quand l'infirmière l'appela. Mademoiselle Jensen. Amara se leva, les mains légèrement tremblantes. Elle se retourna une dernière fois avant de suivre l'infirmière dans la salle de consultation. Je restai assise. Ma main reposait sur mon ventre, là où Elliot était recroquevillé, immobile. Amara n'était pas la seule à avoir commis une erreur. Moi aussi. J'avais tort de faire confiance à Caleb. Tort de ne pas poser de questions. Tort d'ignorer mon instinct. Parce que je voulais tellement croire qu'un homme pouvait changer pour le bien de son enfant. Je me souvenais de son murmure à mon ventre. Papa te protégera. Quoi qu'il arrive. Peut-être que cette promesse n'était pas seulement pour Elliot. Peut-être qu'elle l'était pour les 2 enfants. Nés à 3 jours d'intervalle de 2 mères différentes et d'une menteuse. Je suis rentré avant 21h30. La maison était silencieuse, comme si personne n'y avait jamais vécu. La lumière du porche était toujours allumée. Caleb la laissait toujours allumée lorsqu'il voyageait, pour que je ne me sente pas seul. Mais cette lumière n'était pas réconfortante. Elle ne faisait qu'accentuer le vide intérieur. J'ai lentement enlevé mes chaussures et suis entré dans le salon comme une étrangère. Tout était encore à sa place. Le livre que j'avais laissé inachevé sur la table basse. La couverture qu'il avait négligemment jetée sur le fauteuil. Le marque-page suspendu dans le vide, comme si je ne savais pas ce qui allait suivre. Je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas mis de musique.
Je suis allé directement dans la chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à imprimer une page à la fois. Le SMS du numéro inconnu était signé Amara Jensen. La photo d'elle tenant son ventre avec l'échographie, une jolie légende, et le nom de Caleb est le premier à plaire. Une photo d'eux au dîner. Une autre prise depuis un balcon. Un verre de vin en face de la même montre-bracelet que j'avais offerte à Caleb pour notre 3e anniversaire. Cette montre trônait maintenant dans un coffret en bois sur la table de nuit. Les journaux d'appel correspondaient parfaitement aux heures où il m'avait dit être en réunion tardive, en voiture ou à la salle de sport. J'ai empilé chaque page imprimée et les ai rangées dans une chemise marron pour m'en souvenir. Puis je suis entré dans la chambre d'enfant. Tout dans cette pièce semblait une douce invitation. De minuscules salopettes soigneusement accrochées, des peluches posées tranquillement dans un coin et la veilleuse éléphant que Caleb avait choisie parce qu'Elliot adorerait cette nuance de bleu. J'ai commencé à ranger les choses, au lieu de les jeter, les mettant de côté pour le moment. J'ai plié chaque t-shirt de bébé, chaque paire de petites chaussettes. J'ai décroché le tableau que nous avions peint ensemble, celui avec le message griffonné. J'ai hâte de te rencontrer, mon pote. Mes mains tremblaient légèrement, mais mes mouvements étaient assurés. J'ai tout rassemblé. Caleb avait acheté tout ce qu'il y avait pour Elliot. Le jeu de jouets en bois d'Etsy, le bonnet brodé au nom de notre fils, le livre « Comment élever un gentleman » qu'il avait acheté pendant le Black Friday. J'ai tout mis dans une boîte en plastique transparent et j'ai bien fermé le couvercle. Puis j'ai pris un stylo et j'ai écrit une lettre. Tu as dit un jour que j'étais forte. Tu avais peut-être raison. Mais tu avais tort sur la raison. Je ne suis pas forte parce que j'endure. Je suis forte parce que je sais m'arrêter. Tu as choisi de te cacher, mais je choisis de ne pas faire semblant. Tout ce que tu n'as pas dit, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. Chaque regard que j'ai ignoré me blesse plus profondément que n'importe quelle parole. Tu as eu ta chance d'être honnête. Tu n'as pas choisi la vérité. Tu as choisi la trahison, non seulement envers moi, mais envers Elliot. Julia. J'ai plié la lettre. Sans cachet, sans date. Je l'ai rangée dans le tiroir. Parmi les choses importantes, un certificat de naissance, un dossier médical et une photo de mariage délavée. J'ai emporté quelques essentiels, des affaires de maternité, une tenue confortable, des vitamines et l'échographie d'Elliot. Puis j'ai tapé un nom que je n'aurais jamais pensé envoyer de nouveau. Rachel Palmer, ma demi-sœur, celle que j'avais discrètement évitée pendant des années, principalement à cause de la tension tacite que notre mère avait créée entre nous. Elle a répondu après la 3e sonnerie. Julian. Je suis resté silencieux quelques secondes, puis j'ai répondu d'une voix étranglée mais posée, tu es libre ce soir? Ça va? Non, mais je ne sais pas qui d'autre appeler. Silence. Puis elle a dit immédiatement, viens. J'ai une chambre d'amis et je viens de faire des brownies. J'ai raccroché et, pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'être poli pour survivre. J'ai laissé toutes les lumières allumées. Je n'ai pas fermé les rideaux. Je n'ai pas suspendu la livraison du journal pour les vacances, car je ne me cachais pas. Je partais avec toutes les raisons de ne jamais revenir. Je lavais un verre dans la petite cuisine de Rachel quand mon téléphone a sonné. Il était presque 22h et dehors, la pluie s'était mise à tomber. J'ai failli ne pas décrocher, mais l'écran s'est allumé avec un nom. Amara Jensen. J'ai essuyé mes mains sur mon t-shirt, j'ai fixé le téléphone quelques secondes, puis j'ai glissé mon doigt pour répondre. Bonjour. J'ai entendu du vent. Des pas sur le trottoir mouillé. Puis la voix d'Amara s'est précipitée, tremblante. Julia. Oui. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je ne sais pas qui d'autre appeler. Je viens de découvrir la vérité. Je me suis appuyé contre le comptoir, les paumes froides. Derrière moi, Rachel était toujours dans le salon, un doux jazz diffusé sur son enceinte Bluetooth. Tout autour de moi était si calme que j'en suffoquais. Je viens de parler à Caleb, a poursuivi Amara, la voix brisée. Je lui ai demandé de tes nouvelles, à propos de la photo de l'échographie que j'avais vue sur son bureau, et il a dit qu'il avait dit que tu étais parti, que vous aviez été séparés avant même que je tombe enceinte. Je jure que je ne savais pas que tu attendais encore un enfant. Il a dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec lui, que tu avais dit que tu interromprais la grossesse. Je ne sais plus ce qui est vrai, sanglota-t-elle.
Tu es vraiment enceinte, n'est-ce pas? J'en suis à 22 semaines. J'entendais la pluie plus distinctement maintenant à travers le téléphone. Elle était peut-être dehors. Elle venait peut-être de sortir de chez Caleb. Puis sa voix est revenue. Si basse que j'ai dû retenir mon souffle pour la saisir. Si j'avais su que tu étais toujours là, que tu étais toujours avec lui, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Si tu l'avais su, aurais-tu choisi différemment? La question flottait dans le silence. Pas de réponse, juste du vent dans le combiné. Je me suis approché de la table à manger et je me suis assise sur la vieille chaise en bois que Rachel utilisait pour lire. Mon dos me faisait mal, les pieds gonflés par cette longue journée tendue, mais je me suis assise bien droite, les yeux fixés sur l'obscurité derrière la fenêtre aux douleurs. Il y a une chose dont je suis sûr, dis-je lentement. Je choisis mon fils. Tout le reste, y compris toi, y compris Caleb, n'a plus d'importance, ajoutai-je. Tu as encore le temps de prendre du recul. Ne deviens pas mère au milieu d'un jeu qu'il a conçu, puis ne t'en vas pas en laissant les autres gérer le désordre. Ce n'est pas un homme qui tient ses promesses. Je croyais qu'il m'aimait, murmura Amara. J'ai laissé échapper un léger rire, non pas pour la moquer, mais parce que certaines vérités sont trop lourdes pour être tues. Tu crois que je n'ai jamais pensé ça aussi? Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui ai besoin de tes excuses. Alors de quoi as-tu besoin? J'ai besoin de paix. Et tu te demandes ce dont tu as besoin et quel genre d'homme peut te l'offrir sans la prendre à quelqu'un d'autre. Finalement, Amara parla dans un murmure très faible. Merci d'avoir répondu. J'ai baissé les yeux vers mon ventre où Elliot venait de donner un léger coup de pied, comme s'il me rappelait qu'il écoutait tout d'une manière que je ne comprenais pas. Prends bien soin de ton bébé, dis-je. Et ne laisse pas la promesse de Caleb être la seule chose qui te retient. Je posai le téléphone sur la table et fermai les yeux un instant. Le poids de toutes les vérités auxquelles j'avais été confronté pesait sur mon corps qui n'avait plus de place pour la faiblesse. Car en moi, une vie avait plus que jamais besoin de ma force. Rachel entra dans la cuisine, tenant une couverture tricotée. Il fait froid dehors. Ça va? Je levai les yeux et adressai un léger sourire. Je lui parlais. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle participait à un jeu jusqu'à ce que nous soyons toutes les deux utilisées comme des pions. Rachel posa une main sur mon épaule et la serra légèrement. Elle ne m'offrit ni parole ni chaleur. Elle resta simplement là. Et parfois, c'est tout ce dont une femme a besoin pour ne pas s'effondrer. Et parfois, la présence est la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. La douleur commença vers 3 heures du matin. Un tiraillement sourd dans le bas du dos remonta jusqu'à mon ventre comme une vague déferlant sur le rivage. Je m'allongeai sur le côté près de la fenêtre de la chambre d'amis de Rachel, pensant que ce n'était qu'une fausse alerte. Le médecin m'avait prévenu que cela pourrait arriver au 3e trimestre, mais dès la 4e vague, j'ai compris que ce n'était pas un entraînement. Elliot arrivait. Rachel conduisait comme si elle s'était entraînée aux urgences. Une pluie fine de la veille persistait encore, les gouttes ruisselant sur le pare-brise comme si elles rivalisaient avec l'adrénaline qui me serrait la poitrine. Je me concentrais sur ma respiration, régulière et lente, comme le médecin me l'avait appris, essayant de rester calme malgré le ronronnement du moteur, le chauffage et les battements de mon cœur. Quand on arrivera à l'hôpital, ai-je dit en saisissant la poignée de mon sac de voyage préparé. Tu n'es pas obligé de rester si tu te sens mal. Rachel lui jeta un coup d'œil, les lèvres légèrement retroussées. J'ai attendu plus de 10 ans pour enfin faire quelque chose pour toi. N'essaie surtout pas de me renvoyer. La salle d'accouchement était d'un blanc immaculé, froide à donner la chair de poule, même avec le chauffage allumé. J'ai été admise immédiatement. Tension artérielle, rythme cardiaque fœtal, niveau de dilatation. Semaine 36. Pas trop tôt, mais suffisamment tôt pour que l'équipe se mobilise en silence. Le nom du bébé, a demandé l'infirmière pendant que je remplissais le formulaire d'admission. Ilot, ai-je murmuré, puis je l'ai écrit moi-même. Les lettres tremblaient sous ma main tremblante. Après cela, tout s'est brouillé comme un brouillard. Je me souviens de Rachel me tenant la main, du bip régulier des moniteurs, du regard encourageant du médecin, du comptage à chaque poussée comme si j'escaladais une falaise avec un corps en train de se défaire. Et puis, à 17h18, Elliot a pleuré pour la première fois. Un cri aigu et puissant qui a résonné comme une déclaration de vie. Maman, je suis là. J'ai fondu en larmes à cet instant. Ils l'ont placé sur ma poitrine, chaud, rose et incroyablement doux.
Son petit corps rayonnait d'une force qui m'a surprise. « Salut, bébé », ai-je dit, reconnaissant à peine ma propre voix. « C'est moi, maman. » Elliot n'ouvrit pas les yeux, mais sa petite main toucha ma clavicule comme s'il me connaissait de la manière la plus primitive, la plus instinctive. Je ne sais pas combien de temps je restai ainsi, mais lorsque la porte s'ouvrit brusquement et que quelqu'un fit irruption dans la pièce, le monde bascula. Caleb, les cheveux trempés, le visage pâle. Il se tenait là, essoufflé, hésitant entre lever les mains ou les laisser retomber. Juliette. Sans un mot, je serrai Elliot contre moi, le berçant tandis que la première vague de chaos envahissait la pièce. Caleb s'avança, les larmes coulant déjà sur ses joues. Il portait un manteau épais, des chaussures mouillées et tenait une enveloppe froissée dans une main. « Je ne savais pas que tu étais en travail », m'a envoyé Rachel par SMS. J'ai joui aussi vite que j'ai pu. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Il n'y avait aucune haine. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà dépassé les limites de ce que son cœur pouvait supporter. Caleb fit un autre pas. Sa voix se brisa. « Je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une chance. J'ai écrit cette lettre. Je veux assumer mes responsabilités. Tout ça. Je vais arranger ça. Lis-le, s'il te plaît. Le bébé est né il y a moins d'une heure. Caleb, ce n'est pas le moment d'expliquer ce que tu veux. » Il serra l'enveloppe plus fort et recula légèrement. « J'ai fait des erreurs, mais je t'aime, Julia. Je l'aime aussi. Tu dois y croire. » Je caressai doucement le dos d'Elliot, à voix basse. « La question n'est pas de savoir si je te crois. C'est si j'ai encore besoin de toi. » Ce n'était pas pour lui faire de la peine. C'était simplement la vérité. Caleb se figea comme s'il avait reçu un coup de poing en pleine poitrine. Le regard vitreux, les mains molles. J'ajoutai sans élever la voix, sans colère. Je veux être seul avec mon fils maintenant. Tu devrais partir. Il resta planté là quelques secondes, puis hocha la tête. Petit, lent, comme quelqu'un qui accepte une sentence qu'il savait déjà venir. Il sortit avec une enveloppe froissée et un regret arrivé trop tard. La porte se referma. J'ai poussé un long soupir, libérant chaque mois de douleur, de lutte contre l'irréparable. Elliot était allongé sur ma poitrine, ses petites lèvres cherchant la chaleur. J'ai relevé la couverture et je l'ai serré contre moi. Nul besoin de personne d'autre, aucune promesse requise. Une semaine après l'accouchement, j'ai quitté l'hôpital avec Elliot dans les bras et un certificat de naissance tout neuf dans mon sac. Mon nom était inscrit comme mère. La section père était vide. Non pas que je niais la paternité de Caleb, mais parce que j'avais pris une décision. S'il voulait être présent, il devrait le mériter par des actes, pas par de l'encre sur un formulaire. Rachel nous a ramenés à la maison ce matin-là, le premier jour ensoleillé après une semaine de pluie froide. J'étais assise sur la banquette arrière dans les bras d'Elliot, regardant les nouveaux bourgeons verts apparaître sur les branches des arbres par la fenêtre. Une nouvelle vie avait commencé, mais je savais que pour la protéger, je ne pouvais pas me contenter d'être une mère. Je devais être une gardienne. J'ai pris rendez-vous avec mon avocate personnelle, Mara Hanley, une femme d'un certain âge qui avait plus de 20 ans d'expérience dans le droit de la protection de l'enfance. Lors de notre première rencontre, elle m'a regardé attentivement et m'a demandé, « Préférez-vous négocier ou protéger ?» Sans hésiter, elle a répondu, « Protéger. » Dans ce cas, nous agirons rapidement, mais avec rigueur. J'aurai besoin de copies de votre dossier médical, de toutes vos communications avec le père et de preuves de son instabilité. Avez-vous ces informations ? J'ai sorti un dossier préparé et les posé sur la table. SMS, journaux d'appel, photos, emails, tout ce que Caleb avait dit, esquivé ou promis à tort. Mara a parcouru quelques pages, l'air neutre. Elle a simplement pris des notes, puis a dit d'une voix ferme et claire, « Nous allons demander la garde exclusive. Toutes les visites, si elles sont autorisées, doivent être supervisées par un tiers agréé. Et la pension alimentaire doit être ordonnée par le tribunal, et non basée sur un accord verbal. Je n'ai pas besoin de son argent, mais j'ai besoin d'un système suffisamment solide pour que, s'il s'en va à nouveau, mon fils ne soit pas celui qui reste. » Elle leva les yeux et, pour la première fois, sourit. C'était la voix d'une vraie mère. Caleb ne s'est pas battu, n'a pas contesté, n'a pas envoyé d'avocat. Il a juste signé. La signature s'est faite en silence.
Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Peut-être qu'au fond, Caleb le savait. Il n'avait plus rien à justifier, plus rien à quoi se raccrocher, il ne faisait plus partie du foyer qu'il avait contribué à construire et à détruire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email. Expéditeur, R. Jensen. Objet, je pensais que vous devriez le savoir. Je l'ai ouvert en fin d'après-midi, pendant qu'Elliot dormait dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre, la lumière dorée du soleil éclairant son petit visage. Le message était court. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne l'ai pas regardé plus de quelques secondes. Il a dit, je ne suis pas prête. En dessous, il y avait une photo. Une petite fille. Peau rousse, cheveux noirs, yeux bleu pâle, les mêmes yeux que j'avais vus chez Caleb à l'époque où il savait encore aimer. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas supprimé la photo. Je l'ai sauvegardée dans un dossier séparé sur mon disque dur, intitulé « Elliot », car je sais qu'un jour, il posera des questions sur l'autre moitié de son visage, sur l'homme qui avait promis de le protéger et qui a disparu sans jamais se retourner. Et ce jour-là, je ne veux pas dire que maman ne savait pas. Je veux regarder mon enfant dans les yeux et lui dire que je savais tout et que j'ai choisi de te protéger quand il n'a pas pu. Cette nuit-là, alors que je tenais Elliot dans mes bras pour dormir, je n'ai pas prié pour le retour de Caleb. J'ai prié pour qu'il ait de la patience, de l'endurance, la force de m'assurer que mon fils n'ait jamais à se demander s'il était pleinement aimé. Je suis retourné en classe à la fin du printemps, alors qu'Elliot venait d'avoir 8 mois. Notre nouvel appartement était à seulement 5 pâtés de maison de l'école, un 2 pièces au 2e étage donnant sur une pelouse commune ensoleillée. Il n'était ni grand ni luxueux, mais il était propre, calme et chaleureux, d'une manière qui semblait authentique. Chaque matin, je laissais Elliot chez mademoiselle Carole, une voisine retraitée qui aimait les enfants avec une patience qui ne s'apprend pas. Elle avait accepté de le garder pour lui redonner un peu de joie, avait-elle dit. La première fois, j'ai frappé à sa porte avec hésitation. Je suis entré en classe, les cheveux attachés, un chemisier blanc et un badge de professeur autour du cou. Mes élèves, des élèves de première au regard mi-provocateur, mi-épuisé, se sont retournés pour me regarder monter sur l'estrade. Bon retour, mademoiselle Palmer, a dit une fille aux cheveux bouclés d'une voix forte, et la classe a éclaté en applaudissements dispersés. J'ai souri. Je ne savais pas si c'était sous l'effet de l'émotion ou parce que ça faisait si longtemps que personne n'avait prononcé le mot mademoiselle Palmer avec une chaleur sincère. Ce premier jour, j'ai écrit une ligne au tableau. La tragédie en littérature ne se résume pas à la perte. C'est quand les gens croient que la perte est tout ce qui existe. Qu'en pensez-vous ? Ai-je demandé en me tournant pour observer leur visage. Un garçon nommé Mason a levé la main en fronçant les sourcils. Vous voulez dire que parfois, la tragédie ne concerne pas le malheur qui arrive, mais le fait de ne pas réaliser que quelque chose de mieux aurait pu arriver ? J'ai hoché la tête. Exactement. La perte peut être une fin, mais elle peut aussi être un début si l'on a le courage de regarder en arrière avec les yeux ouverts. En prononçant ces mots, je savais que je ne faisais pas qu'enseigner. Je m'adressais à la version de moi-même d'il y a des mois. La femme accrochée à des promesses non tenues, qui croyait autrefois qu'elle ne pourrait pas élever un enfant seule, qu'elle ne pourrait pas vivre, qu'elle ne pourrait pas reconstruire. Chaque après-midi après l'école, je prenais Elliot dans mes bras et le serrais contre moi comme si j'étais le seul nid douillet dans lequel il pouvait se blottir en toute sécurité. Mon fils adorait les rayons du soleil. J'adorais le ronronnement de la machine à laver. J'adorais appuyer sa main sur le livre que je lisais, et j'adorais particulièrement quand je chantais faux. Je lui ai acheté un tapis d'éveil avec des formes de nuages rigolotes et je l'ai posé au beau milieu du salon. Elliot rampait maladroitement, se laissant tomber en avant, puis se redressait sur ses coudes, ses courtes pattes tordues comme un petit tétard. Et un samedi après-midi, alors que je préparais son bain chaud, Elliot leva les yeux vers moi, le visage rouge de jeu, et prononça 2 syllabes distinctes. Maman. Je me figeai, me retournai pour le regarder. Que as-tu dit ? Elliot sourit d'une oreille à l'autre, puis de nouveau. Maman, heureuse. J'éclatai en sanglots. Cette question innocente. Maman heureuse. J'arrachai toutes les couches de l'armure que j'avais enroulées autour de moi pour tenir debout. Je l'embrassai sur le front, mes larmes tombant sur ses cheveux. Doux, parfumés, fins comme de la soie. Oui, maman est heureuse, murmurai-je. Plus heureux que jamais. Elliot se blottit contre mon épaule,
sa petite main agrippant mon col comme s'il avait peur que je disparaisse. Je restais assise là un long moment, tenant l'enfant qui m'avait donné une raison de me relever, de vivre honnêtement, d'arrêter de faire semblant. Il y avait encore des nuits où je me réveillais à 3 heures du matin, en sursaut, d'un rêve, où Caleb revenait. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'ai vu Elliot dormir paisiblement à côté de moi. Et je savais que le vieux rêve était terminé. Maplewood Park n'était pas trop encombré ce dimanche matin. C'était au début de l'automne. Les feuilles devenaient du brun doré et la lumière du soleil éparpillait sur l'herbe comme des découpes douces et prudentes. J'ai marché Elliot le long du chemin près du lac, sa petite main agrippant mon index. Il n'avait appris que récemment à marcher régulièrement, et chaque pas a encore vacillé comme s'il avait trouvé comment rester droit dans un monde qui n'avait jamais été vraiment équilibré. Ralentissez, bébé, dis-je, à genoux pour retenir son lacet. Petit pied. N'essayez pas encore de courir. Elliot gloussa, puis regarda autour de lui comme s'il découvrait l'univers à chaque fois qu'un canard se dandinait. J'ai levé les yeux, et c'est là que j'ai vu Amara. Elle était là près du chêne à côté du banc altéré, tenant son enfant avec les 2 bras comme le moment nous attendait. Elle tenait une petite fille du même âge qu'Elliot, dormant sur son épaule, la tête se balançant doucement à chaque pas lent. Nos yeux se sont rencontrés. Pendant une fraction de seconde, tout le parc est resté immobile. Les feuilles se sont calmées, le rire des enfants s'estompa et à travers l'espace entre nous. Seul un regard verrouillé est resté. 2 femmes façonnées par la même tempête, chacune marquée à sa manière. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai soulevé Elliot, qui avait commencé à reposer sa tête contre mon épaule, et je me suis dirigé vers elle. Elle m'a vu s'approcher, avait l'air incertain pendant un moment, puis redressé, tenant la petite fille plus serrée, comme par instinct. « Bonjour, dis-je en premier. »« Salut. » Nous nous sommes rencontrés, la distance entre nous mesurait plus en mémoire que dans les étapes. Elliot s'était endormi, sa joue pressée vers ma clavicule. Sa fille remua légèrement, perdue dans un rêve que seuls les bébés pouvaient comprendre. « Quel est son nom ?» j'ai demandé. « Claire, » répondit Amara. « Et ton fils ?» Elliot. « Beau nom. » J'ai souri faiblement. Caleb l'a choisi. « Vous a-t-il contacté ?» demanda-t-elle, la voix basse, les yeux évités. « Non, depuis qu'il a signé la garde, il ne s'est plus montré. » Même chose avec Claire. Il ne l'a jamais tenu. Une brise légère est passée, portant l'odeur de l'herbe humide. J'ai demandé « Tu vas bien ?» J'apprends à aller bien. Déménager de la ville, travailler à temps partiel dans une librairie près de la maison. Pas beaucoup d'argent, mais assez et paisible. J'avais l'habitude de penser, commença-t-elle, puis a arrêté la phrase à mi-parole. Pensez quoi? J'ai demandé doucement. Que si vous me détestiez pour le reste de votre vie, je le mériterais. Mais maintenant, vous voyant avec Elliot, je suis reconnaissant. Mes sourcils se sont levés, incapables de cacher ma surprise. Reconnaissant parce que vous ne êtes pas resté silencieux, a déclaré Amada. Parce que si vous ne vous étiez pas éloigné, je pourrais encore être coincé. Amara n'était plus la fille en robe en soie avec le mari de quelqu'un d'autre. C'était une mère maintenant avec des cercles sombres sous ses yeux, des mains veinées et un dos légèrement penché des nuits blanches. Elle savait à quoi ressemblait l'épuisement. Elle savait ce que signifiait la responsabilité. Et enfin, elle savait que la vérité n'est pas quelque chose que vous courez. Nous avons tous les 2 menti, ai-je dit. La seule différence maintenant est que nous ne laissons personne nous ramener aveuglément. Nous nous sommes assis sur le banc, nous avons dit plus. Chacun de nous a tenu notre enfant comme nous l'avions appris, en nous tenant à ce qui restait entier, même après que nous avons nous-mêmes été brisés. Je suis resté silencieux, en regardant la lumière du soleil briller sur la surface du lac. Et dans mon esprit à ce moment, il n'y avait pas de voix de Caleb ou les échos du côté nocturne qui se sont battus. Il n'y avait que ma propre voix, claire et stable. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils s'éloigneront, nous nous désagrégerons. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est nous montrer à quel point nous sommes forts sans eux. Avez-vous déjà été à la place de Julia? Lorsque la personne en qui vous avez le plus fait confiance était celle qui vous a poussé à votre point le plus bas, mais à partir de cet endroit même, vous pensiez ne plus jamais vous lever, vous avez trouvé votre moi le plus vrai et le plus fort. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un, non pas parce que vous avez cessé de l'aimer, mais parce que vous deviez vous choisir. Si vous avez déjà dû être la mère, le père,
l'adulte à la fois juste pour protéger l'enfant dans vos bras, puis partagez votre histoire avec nous dans les commentaires. Pensez-vous que Julia devrait pardonner ou son silence était-il assez fort? La réponse? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez des histoires plus sincères, honnêtes et puissantes comme celle-ci sur la famille, la trahison et la renaissance silencieuse de ceux qui ont été jugés fragiles, assurez-vous de vous abonner afin que vous ne manquiez pas les histoires qui pourraient bien atteindre votre cœur. Nous vous reverrons dans le prochain chapitre.